Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Il est l'émissaire du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Premier ministre malien est à Abidjan. Soumeïlou Boubèye Maïga est en visite de travail avec son homologue ivoirien. Ils ont fait le point de la coopération entre les deux pays. Soumeïlou Boubèye Maïga reçu en audience par le président Alassane Ouattara. Le village d'Assoumvoué dans le département de Toumoudi a désormais son église. L'édifice religieux est un don du vice-président Daniel Kablan Duncan. Il a été inauguré aujourd'hui en présence de la première dame Dominique Ouattara, une église de 1100 places. Le divorce est consommé. La Grande-Bretagne sort de l'Union européenne. Les dirigeants des 27 ont approuvé aujourd'hui le texte qui entérine le retrait britannique de l'UE. Un sommet spécial tenu à Bruxelles pour la première dame britannique Theresa May. C'est un accord pour un avenir meilleur. Le président de la République a reçu le Premier ministre du Mali, Soumeïlou Boubèye Maïga, et l'émissaire du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Il est porteur d'un message d'amitié et de fraternité du président Ibrahim Boubacar Keïta au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'était hier que le Premier ministre malien est arrivé en Côte d'Ivoire. Soumeïlou Boubèye Maïga a échangé avec son homologue ivoirien, Amadou Koulibaly. Les deux chefs de gouvernement ont fait le point de la coopération entre les deux pays. Herman Guivé. 10h34, le Premier ministre malien, Soumeïlou Boubèye Maïga, est en terre ivoirienne. Accueilli sur le tarmac du GATL par le Premier ministre ivoirien Amadou Koulibaly, Soumeïlou Boubèye Maïga et Amadou Koulibaly donnent le ton de ce en quoi consisteront leurs échanges. Une visite de travail du Premier ministre malien qui permettra également d'aborder des sujets en rapport avec la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je suis venu ce matin à Abidjan pour voir mon ami et frère Amadou, le remercier pour la présence qu'il a eue à nos côtés avec le président de la République à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance et de l'investiture du président. Et puis reprendre un certain nombre de dossiers que nous avions commencé à traiter depuis l'année dernière, et non, au cours même de cette année, notamment des dossiers de coopération bilatérale en matière, dans le domaine économique notamment. Et puis bon, vous savez, tout cela traduit aussi la qualité des relations d'amitié et de fraternité qu'il y a entre nos deux pays, nos deux peuples et entre nos dirigeants, à commencer par nos deux présidents. Aujourd'hui, avec cette visite, ça nous donne l'occasion de continuer donc, de travailler sur la coopération qui unisse nos deux pays. Et c'est évident que vous imaginez que nous avons beaucoup de points en commun donc, à développer donc, ensemble, et ce sera l'objet des discussions que nous allons avoir toute la journée d'aujourd'hui. Direction la résidence du Premier ministre Amadou Koulibaly pour un tête-à-tête entre les deux personnalités. Notre-Dame de toutes les grâces, c'est le nom de la nouvelle chapelle du village d'Assoumvoué, située dans le département de Toumoudi. L'édifice religieux inauguré aujourd'hui, c'était en présence de la première dame Dominique Ouattara. C'est un don du vice-président Daniel Kablan Duncan. La chapelle d'Assoumvoué a une capacité de 1100 places assises. Mahama Traoré, Abiba Dambélé, Saoui. Quelques kilomètres de bitume relient désormais le village d'Assoumvoué dans le département de Toumoudi à l'autoroute du Nord. Une fois à l'entrée du village, un autre ouvrage attire l'attention. Il s'agit de la toute nouvelle chapelle Notre-Dame de toute grâce, un don du vice-président Daniel Kablan Duncan et de son épouse Clarisse, native du village. La consécration du nouvel édifice religieux s'est faite en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Célébrant la messe de consécration, Monseigneur Alexis Touabli a insisté sur le lien que chaque chrétien catholique devrait entretenir avec son Église. Je suis émerveillé devant l'éternelle jeunesse de l'Église, une jeunesse bimillénaire qui se renouvelle sans cesse et qui la maintient toujours jeune, toujours forte, toujours solide, toujours splendide. Ô Sainte Église, mon amour. Catholiques, aimez votre Église et soyez fiers d'être catholiques.
La chapelle Notre-Dame de Toute-Grâce d'Assoumvoué a une capacité de 1100 places assises. Sa construction a été initiée par la paroisse Saint-Michel de Toumaudi, une initiative à laquelle le couple Duncan n'est pas resté insensible. Comme le disait Mère Teresa, et je cite, « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. Il faut faire de petites choses, mais avec un immense amour. » Fin de citation. C'est un peu de ce que mon épouse Clarisse et moi avons voulu essayer de faire pour traduire à travers cet édifice notre humble reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu. Notre vœu le plus ardent est que s'accomplisse pour ce village et les autres villages ici représentés au-delà cette promesse figurant dans le livre de l'Exode où Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » La chapelle d'Assoumvoué comprend également un presbytère et une grotte mariale inaugurée par la première dame Dominique Ouattara. Elle invite les fidèles catholiques du village à prendre soin de l'édifice. Nous venons d'assister à la consécration et la bénédiction donc, de la chapelle d'Assoumvoué qui est devenue maintenant église. Et ça, c'était une très belle nouvelle. Je voudrais donc les remercier pour leur accueil très chaleureux et remercier surtout Monsieur le vice-président et son épouse, Clarisse Duncan, qui ont offert ce joyau architectural à la population d'Assoumvoué. Et leur dire que vraiment, je sais qu'ils en prendront grand soin. Et c'était magnifique, c'était une très belle cérémonie et c'était très sympathique. La première dame de Côte d'Ivoire n'est pas repartie d'Assoumvoué sans laisser des traces de générosité aux populations et à l'église du village. Elle a offert du matériel agricole, des dons en vivres et en espèces pour un coût global de 51 millions de nos francs. Autre bonne nouvelle, l'engagement pris, séance tenante, par Monseigneur Alexis Touabli, d'ériger la chapelle en une paroisse, chose qu'il promet de matérialiser dans les meilleurs délais par la nomination d'un prêtre. La Côte d'Ivoire veut accroître ses échanges commerciaux avec l'extérieur. Les acteurs nationaux se sont réunis jeudi dernier à Abidjan. Ils ont évalué la participation ivoirienne au commerce mondial. Lanciné Bakayoko. La 11e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce tenue en décembre 2017 en Argentine avait traité principalement de la pêche et des droits des douanes. Tous les accords et dispositifs conclus à ce sujet s'articulent autour de 3 points. Le premier, c'est l'examen de la politique commerciale commune de l'UEMOA. Le deuxième, c'est la 11e conférence ministérielle. Et le troisième, c'est le 6e examen de l'aide pour le commerce, qui aide essentiellement nos pays en développement à s'insérer dans le tissu international du commerce. Les enjeux sont extrêmement importants parce que, vous savez, dans le contexte actuel de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC et surtout des négociations actuelles portant sur la zone de libre-échange continentale, il est extrêmement important pour la Côte d'Ivoire de définir ses positions. Afin d'assurer un équilibre général en termes de gouvernance économique, d'accès au marché et d'équité dans le règlement des différends commerciaux, la Côte d'Ivoire opte pour une approche par consensus. Il s'agit de permettre aux plus faibles du point de vue économique de participer efficacement à l'élaboration des règles du système commercial multilatéral devant réguler les marchés des biens et services. Les priorités pour la Côte d'Ivoire sont la transformation de nos produits agricoles pour avoir des produits à forte valeur ajoutée, pour pouvoir s'insérer mieux dans les chaînes des valeurs régionales et mondiales. Et puis, il s'agit aussi d'attirer les investissements directs étrangers. Il y a aussi la promotion des exportations aussi qu'il faut que le produit qu'on va pouvoir transformer soit exporté sur des marchés porteurs. En 2017, l'excédent commercial de la Côte d'Ivoire s'est situé à 1 708 milliards, en hausse de 30% par rapport à 2016. Offrir des opportunités de financement aux PME, c'est l'objectif que vise la 3e édition de la Finance s'engage. Ce forum annuel veut rendre les petites et moyennes entreprises davantage performantes. Ce rendez-vous permettra de trouver les clés d'une transformation durable des PME. Plus de détails avec Noël Yagno. La Finance s'engage. Un forum annuel. Son objet, booster l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, les rendre prospères et compétitives.
C'est le 26 novembre 2016 qu'il a vu le jour. Ce forum est à sa 3e édition avec pour menu faire l'état des lieux des 2 dernières éditions et rechercher les solutions aux contraintes de l'écosystème financier en Côte d'Ivoire. Commençons par visiter les acquis après ces 2 éditions. Il n'y avait pas de dialogue entre les PME et les banques. Aujourd'hui, les banques sont présentes. Donc c'est déjà cette mobilisation, une prise de conscience des banques, la nécessité de s'ouvrir davantage aux PME. Le deuxième élément, c'est la création des départements de PME. Parce que le financement d'une PME n'est pas la même chose que le financement d'une grande entreprise. Nous avons lancé en fait l'année dernière le confirming qui consiste en fait à financer les PME qui travaillent pour les grandes entreprises, qui sont leurs sous-traitants, sont leurs fournisseurs. Et nous avons mis en place un produit qui s'appelle le confirming pour les soulager en matière de trésorerie. Mieux, les pouvoirs publics ont mis en place une agence dédiée. Aujourd'hui, la question des PME se retrouve dans l'agroalimentaire, elle se retrouve dans les infrastructures, elle se retrouve dans les bâtiments, elle se retrouve dans le tourisme. Donc si par exemple nous sommes capables, par exemple, en tant que gouvernement, en tant que structure étatique, nous sommes capables d'encourager que davantage de PME, mais lorsqu'il s'agit de projets de construction de ponts, lorsqu'il s'agit de projets où on va faire les routes, lorsqu'il s'agit d'un projet de transformation de la NACAT, mais qu'au cœur de tous ces projets-là, que les PME deviennent le pilier central. Donc lorsqu'on est capable de bâtir nos projets de développement économique autour de la question des PME, mais on est certain que de façon indirecte, nous contribuons à booster le développement de ces PME-là. Seulement voilà, malgré ces avancées, le manque de confiance demeure. Malgré l'évolution favorable du financement et le respect des engagements, l'accès et le coût du financement demeurent, selon les entreprises, les principaux obstacles à leur croissance. Acteurs financiers et PME s'accordent à reconnaître un obstacle principal à l'accès des financements aux PME. Le manque de confiance qui relève de la problématique de l'asymétrie d'information. Une des pistes de solutions, la diffusion d'informations justes et la formation des dirigeants. La Banque mondiale s'associe à la recherche de solutions idoines. Renforcer la communication entre le groupe de la Banque mondiale et les institutions financières afin de chercher des solutions ensemble de façon continue. Et ensuite, veiller à ce que les produits soient également communiqués de manière adéquate à la population. Voilà qui permettra de passer de la volonté aux actes, parce que la mise en œuvre des réformes bancaires risque de corser l'accès des financements aux PME. Je vous conduis à présent au Maroc. Le ministre de la Ville recherche des financements pour le développement des collectivités territoriales ivoiriennes. François Albert Amicha est à Marrakech au Maroc. Il prend part à la 8e édition du sommet de l'Africité. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Pour Marrakech 2018, ils sont nombreux, ces élus locaux ivoiriens qui participent à cette rencontre continentale, aux côtés de leurs pairs des autres pays. Ici, le quotidien de ces élus, maires et présidents des régions, accompagnés des experts ivoiriens en décentralisation, est fait de colloques, panels, ateliers et de rencontres bilatérales. Le ministre de la Ville, François Albert Amicha, profite de ce salon pour échanger avec des partenaires au développement, mais aussi avec les autorités en charge du développement local. C'est le cas avec les responsables marocains et le directeur de City Alliance spécialisé dans la lutte contre les bidonvilles, structure qui envisage s'installer à Abidjan. Le ministre Albert François Amicha a également échangé avec le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France. La France aujourd'hui, à travers l'Agence française de développement, est naturellement très mobilisée pour être aux côtés des collectivités locales du continent, naturellement des ministères concernés. Et donc nous avons regardé ensemble quelles étaient les priorités du ministère de la Ville. Et naturellement, nous allons travailler d'ici la prochaine venue en France de Monsieur le Ministre pour pouvoir mettre en face de ces attentes, de ces besoins, également une expertise française qui puisse contribuer à ce ministère de mission. Le ministre de la Ville a félicité le secrétaire d'État français pour son engagement et celui de son gouvernement à soutenir la Côte d'Ivoire à relever ce défi. Déjà, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, il y a des perspectives. Je crois qu'il est important. Maintenant, nos équipes respectives vont travailler sur la préparation de ces entretiens. Et puis, il n'y a aucune raison de ne pas penser que l'expérience française pourrait être adaptée aux réalités ivoiriennes. L'un des aspects clés de cette discussion, les financements pour permettre aux élus locaux de mettre en œuvre leur politique de développement. Tout ceci pour le bien-être des populations.
Ici à Abidjan, la Sotra innove. La société ivoirienne de transport abidjanais a un nouveau système de billettique. Pour parler de cette nouvelle vision, Meïté Bouaké, le directeur général de la Sotra, était l'invité à 13h du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Je vous propose un extrait de l'entretien. La Sotra, nous avons décidé d'aller dans l'émergence avec la modernisation de notre système d'exploitation à travers la billettique. Cette billettique a plusieurs volets. Le volet de la collecte de nos recettes, le volet de l'exploitation de notre réseau et le volet du suivi de nos autobus sur le réseau urbain, c'est-à-dire par géolocalisation. Et à ce niveau-là aussi, pour les clients, ça s'est traduit par un service amélioré à la clientèle. Aujourd'hui, nous ne vendons plus de cartes d'abonnement papier. Il faut retenir cela, il n'y a plus de cartes d'abonnement papier, il n'y a plus de cartes scolaires papier, il n'y a plus de cartes fonctionnaires papier. Mais pour ce qui est du ticket individuel, nous ne produisons plus les tickets comme avant. Les tickets sont donnés à bord des autobus, mais nous donnons quand même un délai jusqu'à la fin du premier trimestre 2019 pour que tout le monde se mette à l'heure, tout le monde se mette au goût de la nouvelle technologie. Nous facilitons la tâche aux clients parce qu'ils peuvent charger leur carte à partir de leur smartphone à la maison. Pour les parents d'élèves, c'est la même chose. Donc, c'est un gain. Il n'y a pas de risque de détournement de... Oui, il n'y a pas de risque de détournement. Si M. Diaby, vous achetez une carte pour votre enfant, il vient vous trouver, papa, je dois acheter une carte. Vous pouvez rester chez vous, vous chargez la carte, vous l'achetez vous-même. Les ambassadeurs de France et de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'engagent à aider le gouvernement dans la disponibilité des médicaments dans le pays. Les deux diplomates étaient vendredi dernier dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Cette visite pour relever les défis dans le secteur pharmaceutique. Olivier Iriebi, Gabriel Zani. Régulation, disponibilité, accessibilité aux produits de santé de qualité sur l'étendue du territoire national. Tels sont les défis pharmaceutiques que les ambassadeurs de France et de l'Union européenne en Côte d'Ivoire veulent réaliser aux côtés du gouvernement. En vue d'atteindre ces objectifs, une visite est initiée par les deux diplomates dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique, PSP. Les questions de santé sont au cœur des préoccupations sociales. Et dans les questions de santé, la question du médicament. Donc cette visite, c'est l'occasion de rappeler notre engagement collectif sur les questions de santé. La nouvelle pharmacie de santé qui est un produit essentiel dans la pyramide de santé. Le stock qui a monté de 2,4 milliards CFA en 2013 à 21,2 milliards francs CFA en 2017, c'est énorme. Et surtout la disponibilité des médicaments aussi, de 23% à 89%. Pour accroître les performances de la PSP en charge de l'approvisionnement en médicaments dans les établissements sanitaires publics, des dispositions ont été prises par les gestionnaires, notamment la création d'agences régionales à l'intérieur du pays, le renforcement du réseau de distribution et la lutte contre les médicaments de la rue. La réponse la plus pertinente dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments, c'est la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle va prendre 70% du coût des médicaments. Vous n'aurez plus personne qui fera une démarche vers les étals de médicaments puisque les médicaments seront accessibles et à très moindre coût dans les structures qui sont réglementées. Créée en octobre 2013, la nouvelle PSP exerce une mission de service public à caractère social. Depuis plus de 3 ans, grâce à l'appui de la France et de l'Union européenne, à travers le financement du contrat de désendettement et de développement C2D et du Fonds européen de développement, plus de 21 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition de la PSP pour un meilleur fonctionnement. Toujours en santé, un nouveau mécanisme pour améliorer la gouvernance. Les partenaires de la santé ont présenté un plan de développement des ressources humaines. Il s'étend sur la période 2018-2022. Plus de détails avec Patricia Omouetia.
Utilisation rationnelle des ressources humaines de la santé, amélioration de la production, de la gouvernance et du financement de ces ressources, autant de mécanismes baptisés Plan de développement des ressources humaines pour la santé 2018-2022. Un plan élaboré et présenté par les partenaires de la santé au ministre Akaoulé. L'idée, contribuer à combler le déficit des ressources humaines du système sanitaire ivoirien. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce programme doit servir de boussole pour tous les acteurs de la santé. Les individus en bonne santé sont plus productifs, gagnent davantage, épargnent davantage, investissent davantage, consomment davantage et travaillent plus longtemps. Il n'y a pas de développement sans une population en bonne santé. Mais aussi, il n'y a pas de population en bonne santé sans un système de santé résilient. Or, la résilience du système de santé repose fondamentalement sur des ressources humaines de qualité et en quantité suffisante, motivées, responsables. Le plan de développement des ressources humaines pour la santé 2018-2022 a pour objectif de corriger également les inégalités dans la répartition des ressources humaines en santé sur l'ensemble du territoire national. Le PDCI RDA recrute de nouveaux membres. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire veut ainsi donner un nouveau souffle à son approche politique. Une campagne d'adhésion lancée hier. Les explications d'Herman Guivet. En file indienne ou en rang dispersé, plusieurs groupes de jeunes attendent de se faire inscrire sur les listes du PDCI RDA en qualité de nouveaux membres. Ces scènes se déroulent dans l'enceinte du parti septuagénaire et marquent le lancement officiel de la campagne de recrutement de nouveaux militants de la campagne nationale d'immatriculation du PDCI RDA. La cérémonie de lancement officielle de cette campagne s'est tenue en présence du secrétaire exécutif du parti, Maurice Kakou Gikagwe, qui a dit toute sa foi en l'équipe mise en place pour mener à bien ce projet. Cette campagne, conduite sur toute l'étendue du territoire national par le secrétaire exécutif chargé des nouvelles adhésions du recrutement, sera permanente. Elle vise à permettre au PDCI RDA d'enregistrer officiellement et définitivement dans sa base de données tous ses militants. Elle donnera également l'occasion à tous ses sympathisants qui veulent le rejoindre de pouvoir le faire en toute facilité et simplicité. Grâce à cette opération, tous nos militants, les anciens comme les nouveaux, d'ici ou de la diaspora, auront leur carte de membre. Une campagne pour redynamiser le parti et lui ouvrir de nouvelles perspectives. La carte d'adhésion vous engage à vous impliquer dans l'animation et la vie du parti dans toutes les localités où vous résidez. Investissez les instances du parti pour y faire valoir vos compétences. Nous vous engageons à être les ambassadeurs du parti auprès de vos familles, vos proches, sur les réseaux sociaux, partout où l'on parlera de l'avenir de notre pays. Il est également possible, pour tous ceux qui le désirent, de s'inscrire en ligne. La plateforme virtuelle a été présentée. L'opération se poursuivra jusqu'en 2020, avec pour objectif principal, visé par le parti, atteindre 1 million de nouveaux inscrits sur ces listes. Des solutions pour mettre fin au conflit foncier à Nguessankro et Marabadiassa. Le ministre Sidi Touré était l'envoyé du gouvernement dans le département de Béomi. Il annonce entre autres la mise en place d'un fonds pour le financement de certains projets. Le reportage de Soro Corona. Mise en place d'un comité pour la gestion de la crise, d'un fonds de 4 500 000 francs CFA pour des projets des communautés baoulées et malinquées et prise en compte de la sous-préfecture de Marabadiassa dans le projet de délimitation des territoires villageois dans le département de Béoumi. Telles sont les résolutions de la rencontre des cadres et populations des villages de Marabadiassa et Nguessankro pour mettre fin au conflit foncier éclaté depuis le 27 octobre dernier. Conflit suite au projet de délimitation des territoires villageois dans la localité de Nguessankro. Pour trouver une solution durable et définitive à ce conflit, le gouvernement a décidé de s'impliquer. Le ministre Sidi Touré a, au nom du Premier ministre, assisté à la rencontre. Le projet de délimitation est un projet national. Et il s'est juste trouvé que dans sa mise en œuvre, il y a eu quelques incompréhensions. Et aujourd'hui, il est question que tout cela se fasse dans la bonne information, que nous repartions sur de nouvelles bases en associant tous les acteurs
concernés directement ou indirectement. Le ministre de la Communication et des Médias a invité les cadres et chefs de village à travailler pour toujours consolider la paix entre les deux communautés. Les élus et cadres saluent l'implication de l'État. Nous avons trouvé un terrain d'entente parce que c'est un problème, vous savez, publiquement, on ne peut pas régler tous les problèmes. Comme les chefs ont dit, il faudrait qu'on se retrouve en famille pour régler ce problème. Et je voudrais aussi remercier les populations de Nguessakro et de Mbarwa Diassa qui ont compris qu'ils ont besoin de vivre ensemble. Les chefs religieux et coutumiers mettent cet incident sur le fait du manque d'information et d'incompréhension. Le ministère de l'Éducation nationale a prié pour l'école ivoirienne. Cette 8e édition s'est tenue à la paroisse Saint-Jean et à la mosquée d'Adjien à Cocody. Une action qui vise une école apaisée et de meilleurs résultats scolaires. Walter Amadou Ouattara. À l'approche des congés scolaires, des élèves s'autorisent à prendre le repos plutôt que celui prévu par le ministère. Cette situation perturbe les cours et handicape ceux qui désirent suivre le programme officiel. Pour une école paisible en cette fin d'année et surtout pour une année scolaire 2018-2019 réussie, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a décidé d'inviter les apprenants à une prise de conscience collective. La 8e édition de la journée de prière pour une école ivoirienne, un cadre bien indiqué. Que Dieu accorde son soutien aux élèves et au personnel pour que le civisme et l'engagement de tous pour une école de qualité soient réels. La paroisse Saint-Jean et la mosquée d'Adjien dans la commune de Cocody ont été les lieux choisis à Abidjan pour abriter cette journée de prière. Des conseils au cœur de cette initiative. Les réseaux sociaux ne sont pas en fait une maladie, mais c'est l'exagération, l'excès. S'il y a un équilibre, il n'y a pas de problème. J'invite aussi les jeunes, pendant le temps scolaire, il faut travailler. Pour qu'un jour, lorsque vous serez vieux, votre labeur travaille pour vous. En priant pour l'école ivoirienne, les imams prient pour les futurs cadres de notre pays, car une école bien protégée par Dieu sortira forcément des excellents étudiants. Les élèves disent avoir bien compris les prières et recommandations à leur égard. Je suis prêt à changer avec tout ce que j'ai entendu. Je promets de meilleurs résultats à mes parents. Les congés de Noël et de Nouvel An sont fixés du vendredi 21 décembre 2018 après le cours du soir au dimanche 6 janvier 2019 inclus. Dans le reste de l'actualité, on fait le tour de ce qui a marqué l'actualité cette semaine. Nous revenons entre autres sur l'action des Gilets jaunes en France, le Brexit et la présidentielle en RDC, le 7/7, Rodion Télé, Soro, Herman Guivet. Lundi dernier, à la Cour pénale internationale, le procès de Charles Blé Goudet, l'ex-leader des Jeunes Patriotes, a repris. Ses avocats ont tenté d'innocenter leurs clients face à l'accusation de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, reprochant à Charles Blé Goudet des appels à la violence contre les militants d'Alassane Ouattara pendant la crise post-électorale. L'Organisation mondiale de la santé a du mal à éradiquer le paludisme dans le monde, c'est ce que révèle son dernier rapport. Il présente une hausse des cas enregistrés principalement dans 10 pays d'Afrique. Une augmentation du budget d'action est envisagée. Voilà un an que Robert Mugabe est parti du pouvoir. Un an de gestion du pays par Emerson Mnangagwa. Les attentes des Zimbabwéens restent un défi à relever par le pouvoir en place. Ceux-ci se plaignent de la cherté de la vie. En République démocratique du Congo, la campagne électorale de la présidentielle, des législatives et des provinciales est ouverte. Une partie de l'opposition s'est choisie comme candidat, Martin Fayoulou, quand une autre partie se reconnaît dans une alliance, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Avec une machine à voter qui ne fait pas l'unanimité, ces mouvements de soutien et de désaccord menaceraient la crédibilité des résultats à venir. Le président français Emmanuel Macron a reçu vendredi dernier un rapport sur la restitution de l'héritage culturel de l'Afrique. 90% des biens culturels africains qui sont hors du continent pourraient être retournés aux pays colonisés par voie d'accord avec la France.
Dans leur logique d'obtenir la réduction des prix du carburant et les taxes, les Gilets jaunes sont à nouveau sortis pour protester samedi dernier en France. Cette fois, leur mouvement s'est étendu sur les Champs-Élysées avec des violences. Certaines corporations se sont saisies de l'occasion pour se greffer aux protestataires et revendiquer de meilleures conditions de travail et de vie. À Bruxelles, les dirigeants européens ont officialisé la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Avant son entrée en vigueur, prévue le 29 mars 2019, l'accord sur le Brexit devra passer l'étape de la ratification du Parlement européen et britannique. Ce choix du Royaume-Uni s'est dessiné autour de négociations sur la protection des intérêts des Nations Unies dans leurs relations futures. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Bonsoir.